Bonsoir à tous. Ça fait plaisir de refaire des mensuels. Donc moi, je suis Julien de l'équipe organisation mensuelle Shifter. Et donc, ce soir, pour cette mensuelle, un ordre du jour chargé, puisqu'on va d'abord recevoir Maxence Cordiès, que je vais présenter ensuite. Et on aura une deuxième partie de la mensuelle où on va parler de Teach the Shift avec la présentation. On a essayé des différents domaines de l'association. Donc cette fois-ci, c'est eux qui viendront nous présenter ça. Et avec enfin un point sur l'actualité de l'association. Donc du coup, on va commencer à parler approvisionnement énergétique en Europe. Un sujet ô combien compatible avec les questions des shifters. Et donc, quoi de mieux que de recevoir un shifter, je crois. Maxence, tu es ingénieur dans l'énergie, tu interviens pas mal sur les réseaux sociaux, de plus en plus aussi dans la presse. Et dernière corde à ton arc aussi, tu es passé par le bâtiment 25 de Phare de qualité. Et donc du coup, je vais te laisser la main pour 1 heure de présentation, questions incluses. Et puis, écoute, je te donne la parole. Merci beaucoup Julien. Donc pour ceux qui n'avaient pas compris, en fait, Bâtiment 25, c'est qu'on a travaillé en même temps à l'IRSN il y a quelques années. Alors ce soir, je vous propose de parler un peu des approvisionnements énergétiques en Europe, ce qui est... Ok. Donc, ah oui, effectivement, j'ai un retour. Ce soir, on va parler des approvisionnements énergétiques en Europe, ce qui est un sujet qui fait beaucoup parler aujourd'hui, qui aurait dû faire parler il y a un certain temps, parce qu'en fait, la situation énergétique actuelle, la crise énergétique actuelle, est tout sauf quelque chose de nouveau. Et comme on va le voir au cours de cette présentation, il y a plusieurs déterminants. Donc, je vais parler pendant à peu près 30-40 minutes, et puis après, on aura un temps d'échange d'une vingtaine de minutes. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on consomme en termes d'énergie en Europe? Bon, je ne reviens pas sur ce qu'est l'énergie, le rôle de l'énergie dans nos sociétés, etc. Je pense que vous avez tous vu au moins une conférence de Jean-Marc. Donc on va partir vraiment sur l'énergie consommée en Europe. En Europe, l'essentiel de l'énergie qu'on consomme, comme partout dans le monde, comme en France aussi, ce sont des combustibles fossiles, carburant pétrolier en tête, gaz ensuite, et l'électricité ne correspond qu'à 23%, donc un petit quart de l'énergie finale totale consommée en Europe. Et si on regarde, si on zoome sur l'électricité, ce que vous voyez ici, on voit qu'en fait une bonne partie de l'électricité elle-même est d'origine fossile. Alors la première source d'électricité, c'est du nucléaire, c'est bas carbone. Ensuite, un peu plus loin, on va trouver l'éolien, l'hydraulique et le solaire. Mais la deuxième et troisième source de production d'électricité en Europe, je peux répéter si nécessaire. La deuxième et troisième source d'électricité en Europe, c'est encore le gaz fossile et le charbon. Le gaz fossile qui a progressé ces dernières années, mais le charbon qui fait un retour pour les raisons qu'on verra tout à l'heure. Aujourd'hui, on est obligé de changer notre système énergétique pour principalement 2 raisons que vous devez bien connaître. La première, c'est le changement climatique, causé par l'accumulation dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, principalement émis par les combustibles fossiles. CO2 et méthane en premier. Et le deuxième, dont on va davantage parler ce soir, c'est l'épuisement des combustibles fossiles qui, bien qu'abondants, sont limités et dont on commence, pour certains, je pense particulièrement au pétrole, à toucher les limites. Alors le pétrole, qu'est-ce que c'est? Le pétrole, c'est un hydrocarbure, c'est un mélange de molécules carbonées issues du vivant, d'organismes qui ont vécu entre il y a quelques dizaines de millions et quelques centaines de millions d'années, qui ont sédimenté, qui ont été recouverts par des sédiments. Du fait de la pression et de la température, ces sédiments ont été pyrolysés. Ça a donné du kérogène, qui est une sorte de matière carbonée solide. Et plus la pyrolyse a avancé, plus ça a donné des molécules légères, donc des liquides de plus en plus légers, voire gazeux. Et dans certaines conditions, ça a pu former ça a pu se retrouver dans des gisements qu'on peut récupérer. Le pétrole est évidemment une ressource non renouvelable aux échelles qui nous intéressent, vu que ça prend entre quelques dizaines et quelques centaines de millions d'années à produire. Et c'est une ressource, donc c'est une ressource limitée pour laquelle on a déjà passé des pics d'extraction dans certains pays du monde. Alors là, je vous ai mis quelques exemples. Ici, vous avez le Royaume-Uni qui a passé un pic principal d'extraction dans les années 80.
Ils ont réinvesti ensuite, ce qui a permis de passer à un pic secondaire qui en fait était le pic primaire à peu près au niveau des années 2000. Et là, le Royaume-Uni, comme toute la mer du Nord de manière générale, est en déclin. Ce qui est valable pour un gisement, qui est valable pour un pays, sera aussi valable pour un continent et sera valable pour le monde dans son intégralité. C'est pareil donc pour la Norvège, qui a passé son pic dans les années 2000, l'Algérie aussi, qui a passé son pic en 2008. Et en fait, ces pics d'extraction découlent aussi des découvertes. Pour pouvoir extraire du pétrole, il faut d'abord l'avoir découvert. Ici, vous avez graphique des découvertes de pétrole conventionnel au niveau mondial. Le pétrole conventionnel, c'est le pétrole qui est piégé dans des roches suffisamment poreuses pour qu'il puisse circuler. C'est-à-dire que quand vous faites un forage dans le gisement, du fait de la pression interne du gisement, le pétrole remonte naturellement et il suffit de le récupérer comme ça. C'est l'essentiel du pétrole qu'on consommait jusque dans les années 2000. Il y a d'autres pétroles qui existent, qui sont non conventionnels, par exemple dans des roches trop peu poreuses pour qu'ils puissent circuler. Donc vous pouvez quand même récupérer le pétrole en fracturant la roche, dans les pétroles de roche-mer ou pétrole de schiste américain, où vous avez des choses qui ne sont pas des pétroles, mais qu'on peut transformer en pétrole, comme les sables bitumineux canadiens. Donc là, vous avez des bitumes solides que vous allez séparer du sable, et ensuite vous allez pouvoir l'hydrogéner ou le mélanger à des coupes plus légères de pétrole pour faire des pétroles synthétiques, ce qui nécessite beaucoup plus d'énergie. Donc les pétroles conventionnels, vous voyez qu'on est passé par un pic de découverte dans les années 60. Les découvertes déclinent depuis les années 60, sont inférieures aux extractions depuis les années 80. Et là, vous vous dites, il y a un problème. Si tous les mois, vous dépensez 2000 et vous gagnez 1000, tant que vous avez de l'argent sur votre compte en banque, ça passe, mais à un moment, ça passera plus. Et en fait, c'est ce qui s'est passé dans les années 2000. On a commencé à toucher aux limites du pétrole conventionnel et on a passé le pic vers le pic de pétrole conventionnel vers la fin des années 2000. Ça a expliqué le fait que le prix du baril se soit envolé à plus de $100 entre 2008 et 2014. Ça a permis d'aller chercher des pétroles qu'on connaissait depuis bien longtemps, mais qu'on n'était pas allé chercher pour des raisons économiques, les pétroles non conventionnels, et ça a permis de remettre une pièce dans la machine et de continuer à faire croître les extractions pétrolières. Mais ça ne change pas la donne. En fait, du pétrole, on n'en trouve quasiment plus. Là, je vous ai mis un graphique qui a été produit par l'un des 3 gros cabinets de conseil à l'industrie pétrolière, Rystad. Ce qui est intéressant à regarder, c'est ce que je vous ai encadré ici. Vous voyez que donc chaque année, ce graphique représente les découvertes de pétrole et de gaz en rouge, pétrole en vert. Et chaque année, en pétrole plus gaz, on consomme 58 milliards de barils équivalent pétrole. C'est-à-dire pour convertir le gaz en pétrole, on regarde le contenu énergétique du gaz et on convertit ça comme si c'était du pétrole en équivalent pétrole. Donc tous les ans, le monde consomme environ 58 milliards de barils équivalent pétrole de pétrole plus gaz. Et ça, c'est ce qu'on a découvert ces dernières années. Donc l'an dernier, on a découvert moins de 10% de ce qu'on a extrait. Et quand vous regardez, en fait, l'année où on a découvert le plus dans les dernières années, c'est 2015, où on était encore sur la lancée des investissements massifs dans le pétrole qui étaient liés à un prix du baril à plus de $100 entre 2008 et 2014. Donc en fait, ça fait bien longtemps qu'on découvre beaucoup moins que ce qu'on extrait. Et ça a tout un tas de conséquences, c'est qu'on s'attend à des pénuries, j'y reviendrai plus tard. En fait, ce qui a permis de remettre une pièce dans la machine, comme je disais tout à l'heure, dans la dernière décennie, ce sont les pétroles non conventionnels que vous voyez ici en rouge. Et donc ici, vous avez le graphique zoomé. Et donc ça a permis de renouer avec une croissance des extractions pétrolières. Le problème de ces pétroles-là, c'est que ce ne sont pas non plus tout à fait des pétroles essayer de récupérer ça, il y en avait partout, et c'était quand même assez facile. Et plus c'est allé, plus on a dû aller chercher du pétrole profond à terre, loin, dans des zones un peu hostiles, puis en mer, d'abord peu profond, puis de plus en plus profond. Et aujourd'hui, on est sur des pétroles extrêmes, donc de l'ultra profond en mer, à plusieurs kilomètres de profondeur, ou des pétroles non conventionnels. Et donc le pétrole conventionnel en moyenne mondiale, alors mes chiffres datent un peu, je suis désolé, on était aux alentours de 20 pour 1 il y a une dizaine d'années. Les schistes, alors ça a dû progresser un peu depuis parce qu'il y a eu quand même pas mal de progrès techniques qui ont été faits. On était à 7 pour 1 à la même époque et les pétroles issus de sable bitumineux à 4 pour 1. C'est-à-dire que si vous remplacez un baril de pétrole conventionnel d'un gisement ancien
par un baril, prenons un cas caricatural de sable bitumineux, vous êtes en déclin énergétique significatif parce que vous avez eu besoin d'aller chercher, d'investir beaucoup plus d'énergie pour aller chercher ce baril. Et donc ça veut dire que si vous voulez maintenir un approvisionnement énergétique constant avec le pétrole, une énergie nette constante tirée de votre système pétrolier, vous devez extraire de plus en plus de pétrole et dans des conditions qui sont de plus en plus difficiles, avec des gisements de plus en plus petits, qui s'épuisent de plus en plus vite, de moins en moins accessibles. Ce que je viens de vous dire, on le voit ici sur ce graphique qui est tiré d'une étude publiée l'an dernier. Vous avez en fait c'est un graphique assez intéressant parce que c'est un graphique qui vous donne l'énergie, l'évolution de l'énergie tirée du système pétrolier en fonction du temps. Donc tout ce que vous avez sauf la dernière aire en haut, c'est l'énergie dont on peut profiter, donc il va servir à faire tourner vos voitures, à alimenter vos chaudières à fioul, etc., à faire tout un tas de plastique, de polymères, etc. Et la zone en jaune ici, c'est l'énergie qui sert à aller chercher le pétrole. Et vous voyez en fait que donc déjà ça augmente très significativement, surtout dernièrement, en fait, surtout depuis les années 2000. Et en outre, vous voyez que ce qui nous intéresse finalement, c'est pas le pic en volume de pétrole extrait, c'est le pic en énergie nette qui lui intervient avant. Et globalement, on y est à peu près, quoi. On peut discuter de la date, mais globalement, c'est dans la dizaine d'années à venir. Et si on regarde les volumes, en fait, une autre préoccupation qu'on peut avoir, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que donc vous avez des gisements anciens, des gros gisements qui s'épuisaient lentement, qui doivent être remplacés par des gisements de plus en plus petits. Et donc, le nombre de gisements que vous devez mettre en service tous les ans augmente. Si vous regardez, la pente est de plus en plus pentue au fur et à mesure que vous avancez avec le temps, parce que les taux de déplétion des gisements s'additionnent. Et donc, si vous voulez ne serait-ce que maintenir un niveau en volume d'approvisionnement pétrolier constant, il faut mettre de plus en plus de gisements en exploitation tous les ans, ce qui pose de vraies difficultés. Alors, ce graphique est extrait d'une étude publiée il y a 2 ans par le Shift Project. Élément à retenir de cette partie, le pic de pétrole conventionnel est passé, les pétroles non conventionnels ont permis de maintenir la croissance des extractions, mais il y a des incertitudes sur la pérennité de ces pétroles-là, pas parce qu'il n'y en a pas, il y en a énormément dans le sous-sol, mais parce que le boom du pétrole de schiste aux États-Unis a été rendu possible par tout un tas de facteurs, une industrie financière particulièrement performante, une industrie pétrolière très performante, énormément de compétences. Les États-Unis forment plusieurs milliers d'ingénieurs géologues et d'ingénieurs pétroliers tous les ans. Ils ont une large partie des rigs de forage au niveau mondial. Alors il faut forer en permanence pour faire du pétrole de schiste. La Chine en a, mais dans des zones qui sont moins accessibles. Les États-Unis ont des grosses infrastructures pétrolières, donc il y a quand même beaucoup de choses. Un droit minier aussi qui est extrêmement favorable. Vu qu'il faut forer partout, la zone, après il y a des puits partout. Si le sous-sol vous appartient, vous avez intérêt à autoriser ça. Votre sous-sol est détruit, enfin votre terre est détruite, mais par contre vous pouvez aller ailleurs. Ce qui est le cas dans la plupart des pays, le sous-sol appartient à l'État, vous n'avez pas intérêt à laisser l'État forer un peu partout dans votre sous-sol. Donc le boom des hydrocarbures non conventionnels aux États-Unis, il n'est pas garanti qu'on puisse le reproduire de la même façon ailleurs dans le monde. Et tout ça, ça nous amène à des alertes répétées. Par exemple, Total, qui anticipe un déficit offre-demande d'environ 10% par rapport à la demande pré-Covid, c'est-à-dire 10 millions de barils par jour à horizon 2025, autrement dit demain. L'Arabie Saoudite, qui anticipe un déclin de la production mondiale, pas saoudienne, mondiale, de pétrole de 30% en gros à horizon 2030. Pour le pétrole, c'est facile, il faut retenir qu'on consomme environ 100 millions de barils jour. Donc quand vous voyez 30 millions de barils jour, c'est 30%. Et l'Agence internationale de l'énergie dans son dernier rapport qui dit que le secteur pétrolier, les investissements dans l'amont, c'est-à-dire exploration-production du secteur pétrolier et gazier, sont en phase avec leur trajectoire neutralité carbone en 2050. Par contre, la demande, elle, ne l'est pas du tout. C'est-à-dire qu'on a toujours une demande qui est orientée à la hausse. Par contre, niveau offre, c'est orienté à la baisse. Et ça, contrairement au climat, il y a vraiment un intérêt à agir même si on est tout seul. C'est-à-dire que souvent, un des arguments à l'inaction climatique, c'est de se dire « Ouais, mais bon, si je suis tout seul à agir, finalement, si les autres n'agissent pas, je me retrouve à avoir fait des efforts pour rien. »
pour les contraintes sur les matières fossiles, c'est différent. Si vous êtes le seul à agir, soit un foyer ou un pays, vous en sortirez quand même mieux que les autres. Un pays qui va équiper sa population avec des voitures sobres, peu consommatrices, a plus de chances de voir les catégories les moins aisées de sa population être capable de continuer à aller au travail que si tout le monde est équipé avec des voitures à 7 ou 8 litres. Pareil, si on a remplacé les chaudières à fioul chez les ménages les plus précaires, etc. Pareil, on peut même gagner des avantages compétitifs sur l'industrie. C'est-à-dire que si, plutôt que de laisser l'industrie répondre au crépuscule de la demande d'hier, c'est-à-dire faire des gros SUV parce qu'effectivement c'est ce qui se vend, si on l'oblige à se positionner sur des marchés plus sobres, face à des contraintes comme ça, ils pourront gagner des parts de marché. C'est tout à fait ce qu'on a constaté pendant les premiers chocs pétroliers, quand l'industrie automobile européenne s'en est mieux sortie que l'industrie automobile américaine, parce que vu qu'on n'avait pas de pétrole, on faisait déjà des voitures qui étaient plus petites. Passons maintenant, donc pétrole, retenir qu'il y a un problème dans les prochaines années au niveau mondial. Gaz fossile, là c'est plutôt un problème européen. Les extractions européennes sont en déclin depuis le milieu des années 2000 en Europe. Alors il faut savoir que l'évolution des extractions gazières souvent suit l'évolution des extractions pétrolières, parce que plus un gisement de pétrole vieillit, plus en proportion il produit gaz. Donc bref, on est passé par un pic d'extraction au milieu des années 2000. Donc ici vous avez les extractions, ici vous avez la consommation. Entre les deux, évidemment vous avez les importations. Tout ce qu'on n'extrait pas, on doit l'importer. Donc là, il y a eu un déclin de la consommation consécutif à la crise de 2008. Mais ces dernières années, la consommation est repartie à la hausse parce qu'on est sorti de la crise. Par contre, les extractions, elles, continuent de décliner. Et le déclin s'accélère depuis 2017 du fait du passage du pic de la Norvège, que vous voyez ici en orange. Et il faut savoir que la Norvège est le deuxième fournisseur de gaz de l'Union européenne derrière la Russie. Alors, un truc intéressant à retenir, la Russie, c'est le premier fournisseur de pétrole, gaz et charbon de l'Union européenne. Donc, c'est pas compliqué. C'est notre premier fournisseur d'hydrocarbures, de manière générale. Et pour le gaz, elle fournit à peu près 40% de notre gaz. La Norvège qui vient juste après, ce que vous pouvez voir en fait sur le graphique de gauche, en bleu, vous avez les importations russes, les importations en Union européenne de gaz russe. En rouge, vous avez les importations de gaz norvégien. En vert, gaz algérien, et en bleu turquoise, de gaz naturel liquéfié de plein de pays différents. Donc vous voyez que du fait de l'épuisement du fait du déclin des extractions norvégiennes et néerlandaises aussi, le Pays-Bas, qui est un fournisseur significatif de l'Union européenne, est en phase finale de déclin, on doit s'appuyer de plus en plus sur la Russie et le GNL. Le problème du GNL, donc il y a deux moyens de transporter du gaz. Le gazoduc, c'est un tuyau, vous avez un fournisseur et un client, une fois que vous avez investi dans le tuyau, vous avez intérêt à l'utiliser, et puis les deux se tiennent un petit peu. Par contre, le GNL, gaz naturel liquéfié transporté par navire, là le fournisseur peut vendre à n'importe qui, et le client acheter à n'importe qui. Donc on est directement en compétition avec les autres acheteurs de GNL, et notamment l'Asie, et notamment la Chine, qui a des besoins énormes en gaz et dont on constate que dans les dernières années, elle a complètement drainé le marché du gaz naturel liquéfié. Et globalement, jusqu'au pire de la crise gazière, c'est-à-dire fin 2021, on avait du mal à faire venir des navires de GNL parce que la Chine payait plus cher pour son gaz. Et donc c'est vraiment avec l'explosion du prix du gaz en Europe qu'on a réussi à faire venir des navires et saturer nos terminaux GNL. Mais il faut vraiment avoir conscience du fait que contrairement aux gazoducs, par exemple les gazoducs entre la Norvège et la France, la Chine elle va pas venir s'interposer. Par contre, sur le GNL, il y a vraiment cette problématique-là. Donc, bien retenir que structurellement, on est de plus en plus dépendant de la Russie, et ça, la Russie en profite. À gauche, le graphique de gauche vous montre les livraisons de gaz par la Russie à l'Union européenne via différentes routes. Je ne sais pas s'il y a le GNL là-dessus. Non, il n'y a que les gazoducs. Vous voyez que, début de la crise en 2020, le transit ukrainien diminue. C'est logique du fait de la crise en Ukraine. Par contre, il n'a pas repris après. Malgré les demandes répétées de l'Union européenne d'acheter plus de gaz courant 2021. Et fin 2021, avec l'augmentation des tensions à l'Ukraine, vous voyez que la Russie a même volontairement réduit ses livraisons de gaz via Yamal, c'est le corridor biélorusse.
a mis l'Europe sous pression au niveau du gaz, particulièrement en 2021. Et en parallèle de ça, le gaz, c'est une énergie qui est assez pratique parce qu'on peut faire d'énormes appels de puissance avec. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on en importe toute l'année. Par contre, on l'utilise surtout l'hiver pour se chauffer. Donc on en importe l'été, on le stocke dans des grands centres de stockage souterrains. Et certains de ces sites de stockage sont gérés par Gazprom, qui est le gazier russe en Europe. Alors pas en France, mais en Europe. Et ce qu'on a constaté, c'est que l'été dernier, l'été 2021, Gazprom n'a pas rempli les sites de stockage dont il avait le contrôle. Donc ici, vous avez les sites de stockage opérés dans l'Union européenne. Donc en bleu, Total Union européenne, en rouge Gazprom et en vert non Gazprom. Vous voyez que tous les étés, les différents gestionnaires des sites de stockage, Storengy en France, remplissent les stocks et puis les vident l'hiver avec les besoins. Là, Gazprom ne les a pas remplis. Donc tout ça nous amène à cette situation. La Russie est encore très dépendante de ses exportations à l'Europe parce que le gaz qu'elle ne nous vend pas, elle ne va pas le vendre pour l'essentiel au reste du monde parce que pareil, elle a besoin de le vendre via les infrastructures qui existent, les gazoducs. Les gisements de Sibérie occidentale qui servent l'Europe ne sont pas connectés avec la Chine pour l'instant. Par contre, elle travaille à diversifier sa clientèle. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Et on voit dans le contexte de la guerre en Ukraine que les hydrocarbures et surtout le gaz sont un levier fort de pression vis-à-vis de l'Europe. Plus que pour le pétrole et le charbon, parce que le charbon, globalement, il faut le temps de mettre à jour les filières d'approvisionnement, mais il y a plein de pays qui sont prêts à en vendre, ça c'est pas trop un problème, malheureusement pour le climat. Et le pétrole, c'est un marché qui est bien mondialisé, donc si la Russie en vend moins à l'Union européenne, elle en vendra plus à d'autres, qu'on achètera moins à d'autres fournisseurs et on récupérera ce pétrole. Donc bon, c'est quand même moins un problème que pour le gaz. Et ces achats de gaz financent l'effort de guerre russe. À gauche, je vous ai mis l'évolution du prix du gaz en euros par mégawattheure du TTF, c'est la référence gazière hollandaise. Vous voyez que globalement, jusqu'à 2021, on se baladait entre 20 et 30 euros le mégawattheure. Ce qui explique d'ailleurs une bonne partie du recul du charbon en Europe et aux États-Unis. C'est parce que le gaz était très peu cher. Le prix du carbone en Europe commençait à augmenter un petit peu. Donc le charbon perdait en compétitivité par rapport au gaz. Donc, le déclin du gaz dans les dernières années en Europe, c'est le développement des renouvelables et l'inversion de compétitivité charbon-gaz. Ça, bien entendu, c'est tout à fait révolu actuellement parce que là, le prix alors, j'ai pas remis mon graphique à jour, on est plutôt aux alentours de 100-110 actuellement. Euros le mégawattheure. Au pire de la crise, on a dû passer dans les 160 euros le mégawattheure. Et donc, avec un prix du gaz qui a fait entre x4 et x6, ça a plusieurs conséquences. Un, on finance l'effort de guerre russe. Vous voyez là la facture gazière européenne en milliards d'euros par trimestre. Donc était globalement on va dire une vingtaine de milliards d'euros par trimestre avant le Covid. Là, on est passé à 60 milliards d'euros au quatrième trimestre 2021. En rappelant encore une fois que la Russie, c'est 40% de notre approvisionnement. La deuxième conséquence, et ça à mon sens c'est extrêmement grave, c'est la destruction de demande en Europe. À 110 euros le mégawattheure, il y a plein d'activités qui ne sont pas solvables, notamment des activités industrielles. Je pense en particulier à la papeterie, la métallurgie et la production d'engrais. Donc dans ces industries-là, vous avez plein d'industriels qui ont réduit leur production, voire arrêté leur production. Dans le cas des engrais, par exemple, ça entraîne une flambée du prix de l'engrais, donc une flambée du prix des céréales, donc ça entraînera des crises alimentaires. Et donc en fait, vous avez tout un tas de conséquences en chaîne comme ça de l'évolution du prix du gaz. C'est aussi une progression de la précarité énergétique. Alors en France, on n'est pas les plus touchés du fait des tarifs réglementés, électriques et gaziers. Alors sur l'électricité, ça c'est permis par notre parc électrogène essentiellement bas carbone. Sur le gaz, en fait, on accumule une dette qu'à un moment on va devoir payer, donc il y aura un retour de bâton. Et tout l'enjeu, en fait, j'y reviendrai probablement plus tard, actuellement, à mon sens, donc ça c'est plutôt un avis personnel, parce qu'il y a des gens qui peuvent trouver que finalement,
enfin, réduire la demande par le marché, c'est la bonne solution. Mais si on réduit la demande par le marché, on va en perdre des bouts comme ça, de façon non dirigée. Là, il y a quelques semaines, c'est le métro madrilène qui a dit qu'il diminuait de 10% la fréquence de leur train parce que la facture électrique est passée de 120 000 euros par jour à 800 000 euros par jour. Et donc, bah, voilà, ils peuvent plus, ils réduisent de 10% la fréquence des trains. Le métro, on peut considérer que c'est une infrastructure essentielle et que s'il y a moins de métro, les gens prendront plus la voiture. Donc, ça va aggraver la situation. Donc, à mon sens, il y a vraiment un enjeu à se saisir aujourd'hui du sujet, à rationner l'électricité, le gaz, le pétrole, pour remplir les stocks, pour pouvoir passer l'hiver prochain. Le problème, là, il y a de la destruction de demande actuellement, mais c'est même pas actuellement le problème, là, ça reste gentil. Le problème, ça va être l'hiver prochain. Surtout si, et ça on n'a aucune visibilité là-dessus, la Russie nous coupe l'approvisionnement en gaz. Si nos stocks ne sont pas pleins, donc même si les stocks sont pleins ça va être difficile, mais si les stocks ne sont pas pleins ça va être gravissime. Donc il y a vraiment un enjeu à remplir nos stocks gaziers le plus rapidement possible, et pour le faire il faut réduire le plus possible notre demande de gaz d'ici là. Et je vous disais tout à l'heure qu'en plus la Russie va réduire sa dépendance à l'Union européenne. Ici, donc c'est une carte que j'ai prise sur le site de Gazprom, hein, je ne me suis pas cassé la tête. Vous avez essentiellement donc, là, les gisements de Sibérie occidentale qui servent l'Europe, les gisements de Sibérie orientale qui servent la Chine, donc ça ce sont des développements plutôt récents, avec le gazoduc Force de Sibérie qui sert à connecter ces champs de Sibérie orientale à la Chine, donc pour vendre du gaz à la Chine. Ça a été mis en service, si je ne dis pas de bêtises, en 2019. Et la Russie et la Chine travaillent à un nouveau projet de gazoduc Force de Sibérie 2. Ah oui. Bah, je suis désolé. Je ne peux rien y faire. Ouais. Ouais, non, bah, ouais, effectivement. Oui, donc Russie et Chine travaillent au développement d'un gazoduc entre les gisements de Sibérie occidentale et la Chine. Alors ça ne permettrait pas de tout rerouter, mais ça pourrait quand même rerouter un quart de ce que la Russie livre à l'Europe. Donc il faudra plusieurs années avant que ce projet voit le jour, s'il voit le jour. Mais il faut avoir conscience du fait que même s'il y a un cessez-le-feu qui est signé, la vision de la Russie, et ça Gazprom a été très clair à plusieurs reprises là-dessus, enfin ils l'ont dit ouvertement, leur avenir c'est en Chine. Donc il faut avoir conscience du fait qu'on est de plus en plus dépendant de la Russie est de moins en moins dépendante de nous, et que si on ne gère pas ça, on pourra de moins en moins faire face à la Russie en cas d'invasion comme en Ukraine. Contrairement au pétrole, comme je disais, le gaz, les problèmes sont moins mondiaux qu'européens. Les extractions gazières européennes déclinent depuis 20 ans, déclin qui accélère. Ça entraîne une dépendance croissante au gaz russe et au GNL, donc avec un risque géostratégique que je ne vous explique pas, qui est assez évident dans le cas de la Russie, des risques économiques et logistiques dans le cas du GNL. Est-ce qu'on sera capable de faire venir des grandes quantités de GNL? Il ne suffit pas d'avoir des terminaux de regasification, ce qu'on a pensé pendant un bout de temps. Il faut aussi que les pays fournisseurs aient des terminaux de liquéfaction. Il faut aussi qu'il y ait suffisamment de navires. Il faut aussi qu'on soit capable d'acheter ce gaz, c'est-à-dire que les autres acheteurs ne payent pas plus cher. Actuellement, l'essentiel du marché du GNL est déjà vendu via des contrats de long terme à la Chine. Donc le marché spot c'est-à-dire le marché en temps réel, est assez réduit, et vu que tout le monde le veut, est très cher. Donc il y a quand même plein de goulots d'étranglement avec des risques logistiques, avec une faute d'orthographe, et des risques économiques. Et bien avoir conscience du fait que la guerre en Ukraine n'est pas à l'origine de la crise gazière et énergétique. C'est un élément accélérateur et aggravateur d'une situation qui était de toute façon en train de se dégrader. Et la seule réponse pérenne, c'est de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles, pétrole et gaz. Et ça, j'insiste bien là-dessus parce qu'il y a un certain nombre de pays européens, Belgique et Allemagne pour ne pas les nommer, qui ont fait le pari d'une dépendance durable au gaz fossile, qui ont beaucoup de mal à revenir dessus. Et là, ça devient urgent de revenir dessus. Alors j'ai une diapo sur la sécurité d'approvisionnement électrique parce que c'est aussi un sujet, même si vous allez voir c'est un peu ironique, parce que la crise en Ukraine a peut-être a changé la donne. A pas amélioré la situation, mais a changé la donne. En fait, donc là je vous ai mis à gauche les capacités de production électrique installées en Allemagne, et à droite en Belgique. Donc tout ce que vous avez en dessous de ma souris, c'est-à-dire tout ce qui va jusqu'au orange, c'est le pilotable, et au-dessus sont les renouvelables. L'Allemagne prévoyait de fermer on va dire 3 ans, plus de 20% de ses capacités pilotables, c'est-à-dire 8 gigawatts de nucléaire. Alors là, ils en ont déjà fermé 4, il en reste 4 à fermer, plus 15 gigawatts de charbon,
14, pardon, à horizon 2023. Donc l'Allemagne, qui était un gros pays industriel, gros producteur d'électricité, exportateur d'électricité, le deuxième en Europe derrière la France, s'apprêtait dans un laps de temps très court à devenir importateur et déstabilisateur en Europe. La Belgique veut faire exactement la même chose. Là, vous avez ici, vous avez le nucléaire, donc c'est un quart du parc installé, mais c'est 50% de la production électrique belge. La Belgique veut fermer tout ça à horizon 2025, même s'ils envisagent maintenant de prolonger 2 réacteurs, en le remplaçant par quelques centrales à gaz, mais beaucoup moins que ce qu'ils ont en parc installé nucléaire, et en augmentant les importations d'électricité. La France donc la France a fermé beaucoup de capacités pilotables dans les dernières années, 8,7 gigawatts de fossiles, surtout du fioul et du charbon, un peu de nucléaire aussi, et prévoyait, alors même si on est revenu dessus, de fermer d'autres réacteurs nucléaires. Et Italie et Espagne, c'est pareil, prévoient de fermer du charbon et du fioul. Alors, tout ça, c'est très bien pour le climat, enfin au moins un charbon quand on veut fermer du charbon et du fioul. Par contre, s'il n'y a pas de coordination entre les pays européens, c'est un peu comme quand vous allez au restaurant à plusieurs et que chacun compte sur le fait que quelqu'un d'autre ait pris sa carte. Si personne n'a sa carte, vous avez un problème. Et là, en fait, c'est vraiment ce vers quoi on se dirigeait rapidement et à court terme en Europe, avec un déclin rapide des capacités pilotables et tout le monde qui compte sur les autres pour lui fournir de l'électricité quand il y a besoin. En quoi la situation actuelle a changé la donne sur le système énergétique? Alors, ça a remis en question une partie des politiques électriques de certains pays. Par exemple, l'Allemagne veut toujours sortir du nucléaire. Par contre, elle est revenue sur ses fermetures de centrales à charbon. Donc déjà, elle ne va pas les fermer, puis elle va faire des stocks stratégiques de charbon. De façon temporaire officiellement, personnellement je n'y crois pas, mais on peut en débattre après si vous voulez. Pardon. Et la Belgique va revenir sur la fermeture de 2 centrales nucléaires. Donc ça va assouplir un petit peu la situation, même si ça ne répond pas à tout. Par contre, envers de la médaille, la crise énergétique actuelle aggrave la situation sur l'électricité, parce que l'électricité est encore en bonne partie produite avec des fossiles, et si on a des ruptures sur les fossiles, on aura des ruptures sur l'électricité. Et de toute façon, l'envol du prix du gaz entraîne celui du prix de l'électricité. Donc il y a vraiment en fait ces deux impacts. Un plutôt positif en termes de sécurité d'approvisionnement, mais négatif en termes climatiques, et un négatif en termes économiques et sécurité d'approvisionnement de la crise sur l'approvisionnement électrique. Il faut avoir conscience, donc, comme je disais, que le réseau européen est de plus en plus interconnecté, ce qui nécessite, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, que les pays européens se coordonnent et regardent ce que font les autres et ne fassent pas leur politique électrique dans leur coin, parce que ça ne va pas passer. Et ça, les gestionnaires des réseaux n'arrêtent pas de le répéter. Voilà. J'avais quelques diapos sur les métaux en transition. Ouais. On fait ça vite fait. Parce que, en fait, ce qu'on se dit souvent, c'est bon, mais de toute façon, les fossiles, c'est pas si grave s'il y a des problèmes, parce qu'on va décarboner, et on va décarboner surtout en électrifiant. Sauf que l'électricité, en fait, ce sont surtout des métaux. Par exemple, ici, vous avez entre une voiture conventionnelle, donc voiture thermique, et un véhicule électrique, vous avez la consommation de métaux ici, beaucoup plus de cuivre, beaucoup plus de métaux, évidemment, pour les batteries. Pareil pour les énergies renouvelables. En fait, ce qui va consommer beaucoup de métaux dans les systèmes électriques, ce sont les réseaux. Donc par exemple, c'est ce que vous voyez avec l'éolien en mer. L'éolien en mer, c'est pratique, ça permet de produire beaucoup d'électricité, un peu plus loin des gens, avec un facteur de charge qui est plutôt bon. Par contre, il faut beaucoup de cuivre parce que c'est loin. Et la mobilité électrique, besoin de beaucoup de batteries. Et si en plus vous voulez mettre des batteries pour stabiliser le réseau électrique, vous avez encore besoin de plus de matière. Alors ça pose tout un tas de problèmes qui ne sont pas forcément des problèmes géologiques. Par exemple, sur le lithium, du lithium, il y en a plein dans le sous-sol, mais aussi des problèmes en flux. L'industrie minière, c'est une industrie du temps long. Quand vous avez bien fait votre exploration, il faut quand même au moins une dizaine d'années pour mettre une mine en service. Donc, il faut anticiper vos besoins. Donc, quand les besoins sont à peu près plats, un petit peu déclinants, un peu croissants, bon, ça se fait plutôt bien. Puis, vous pouvez augmenter ou diminuer un peu les capacités de chaque mine. Par contre, quand vous avez une consommation qui évolue très fortement, c'est beaucoup plus difficile à anticiper. Et par exemple, sur le lithium, et on le verra sur d'autres métaux, les perspectives d'offres sont très inférieures aux perspectives de demande, parce que les investissements ne suffisent pas. Il y a vraiment une explosion de la demande. Alors, on investit dans l'offre, mais ça ne suffit pas. Et ce n'est pas quand on va commencer à faire face, en fait on commence déjà à faire face aux contraintes, qu'on va pouvoir les résoudre en 6 mois, parce qu'il y a cette inertie. Donc on peut avoir un goulot d'étranglement
qui fait que ça va ralentir les efforts d'électrification. Pareil sur le cuivre. Pour le cuivre, l'essentiel de la production aujourd'hui est très mature. Donc c'est difficile d'augmenter la production des mines actuelles. Il faut en rouvrir d'autres. Quand on ouvre une mine, c'est un investissement sur plusieurs décennies. Donc il faut être sûr du paysage politique du pays. Est-ce qu'on pourra l'exploiter sur plusieurs décennies? Si c'est un pays instable, il peut y avoir des doutes. Ce sont souvent des gisements qui sont moins intéressants, moins concentrés que les gisements actuellement en exploitation, donc il y a aussi un risque économique. Il peut y avoir des risques environnementaux, à la fois physiques et d'acceptabilité. Par exemple, au Pérou, le Pérou a fermé plusieurs mines du fait de demandes environnementales de sa population. Mais vous pouvez aussi avoir des risques environnementaux qui vous contraignent physiquement. C'est-à-dire, même si vous ne vous intéressez pas à la population, si vous avez besoin d'eau à un endroit et qu'il n'y a pas d'eau à cet endroit-là, votre gisement, vous n'allez pas l'exploiter, ou alors ça coûtera beaucoup plus cher et l'équation économique de votre exploitation ne sera pas du tout la même. Donc, il y a je ne l'ai pas mis, mais il y a la même chose sur le nickel et sur d'autres métaux. Et en plus, pour corser le tout, les métaux, l'extraction et surtout le raffinage des métaux est beaucoup plus concentré que celui des combustibles fossiles. Alors sur ces graphiques, vous avez en haut les combustibles fossiles, à gauche extraction, à droite raffinage, et donc en bas les minéraux, à gauche extraction, à droite raffinage. Et vous voyez que certains pays, la Chine pour ne pas la nommer, c'est vraiment positionné, c'est une stratégie d'État sur le raffinage des métaux pour la transition. Et donc il faut vraiment faire attention à ne pas troquer une dépendance pour une autre. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas électrifier, mais ça veut dire qu'il ne faut pas sous-estimer le problème des métaux, avec, à mon sens, trois leviers de réponse. Tout d'abord, produire des matières premières primaires sur le territoire européen, c'est-à-dire extraire des métaux dans des mines sur le territoire européen. Ça nous permettra d'avoir un meilleur contrôle des normes sociales et environnementales, donc de faire ça, éviter de faire ça n'importe comment dans d'autres pays. Meilleure autonomie stratégique, c'est-à-dire que même si on ne produit pas tous les métaux qu'on consomme, si la Chine, par exemple, ou d'autres pays décident de nous couper les métaux, ou qu'il y a un coup d'État, je ne sais pas, au Congo, qui produit l'essentiel du cobalt, on sera quand même capable d'assurer au moins les applications les plus nécessaires à notre économie. Mais il y a une question d'acceptabilité à ne pas sous-estimer. Ensuite, il faut aussi développer les filières de matières premières secondaires, c'est-à-dire le recyclage, tout en ayant conscience du fait que ça restera marginal pendant longtemps. Parce que quand vous avez une demande qui explose, ce que vous recyclez, c'est ce que vous avez mis en service longtemps avant. Prenons l'exemple des véhicules électriques. Ce qu'on recycle actuellement, ce sont les véhicules électriques qu'on a mis en service il y a 15 ans. C'est-à-dire rien. Et les métaux de recyclage des véhicules électriques qu'on aura dans 15 ans, ce sont ceux qu'on met aujourd'hui en service. Mais a priori, il y en aura beaucoup plus dans 15 ans, donc ça ne représentera rien par rapport à la demande. Donc en fait, pour que le recyclage ait une part importante dans l'approvisionnement métallique, il faut déjà stabiliser la consommation. Et pire que ça, en fait, il faut qu'elle soit déclinante parce qu'il y a des pertes. En fait, vous ne recyclez pas tout, il y a des pertes au recyclage. Donc il y a toujours besoin d'approvisionnement en matières premières primaires. Donc le recyclage, c'est nécessaire, il ne faut absolument pas le sous-estimer, il faut en faire le plus possible, mais il ne faut pas se leurrer, ça ne suffira pas. Et le troisième point qui est extrêmement important, maîtriser la demande de métaux. Et ça, en fait, ça permettra J'arrive après. Maîtriser la demande de métaux. Si vous faites des petits véhicules électriques sobres, vous en ferez davantage que si vous faites des gros Hummers. Et donc, ça pose la question de la place de la voiture dans la mobilité. C'est-à-dire que la voiture électrique a une place à jouer dans la décarbonation. À partir du moment où on s'interroge sur le rôle de la voiture dans la mobilité, sur ce qu'est une voiture, sur sa puissance, sa masse, etc., les services qu'elle rend. Et en fait, c'est valable pour toutes les technologies de la transition. On peut dire la même chose de l'hydrogène, des carburants à aviation durable, du nucléaire, des renouvelables, des batteries. Tout ça, ça a un rôle à jouer dans la transition à partir du moment où on s'interroge sur les usages. Prenons l'exemple des carburants à aviation renouvelables, des carburants à aviation durable, donc faire des carburants avec de l'hydrogène et du CO2 récupéré en sortie d'usine, de cimenterie par exemple, ou à partir d'huile usagée. On peut en faire. Si l'idée c'est de transporter quelques diplomates de temps en temps à l'autre bout du monde, il n'y a pas de problème. Si par contre le but c'est de faire des Paris-Barcelone à 15 € et de faire croître le trafic, on n'y arrivera pas pour deux raisons. Un, une raison de coût, parce que ça coûtera toujours plus cher que du pétrole qu'il suffit d'extraire. Et deux, pour des questions de gisement. C'est-à-dire que si on veut faire des quantités colossales de carburant à aviation durable, en fait ils ne seront pas durables parce qu'il faudra aller chercher des choses qui ne sont pas durables. Typiquement par exemple des huiles végétales qu'on cultivera à des endroits où on aura déforesté. Donc en fait toutes les technologies, et là j'ai élargi pas qu'à la question des métaux, toutes les technologies ont un rôle à jouer qui ont un rôle à jouer dans la transition, souvent ont un rôle à jouer à partir du moment aussi où on s'interroge sur les usages. C'est pas du remplacement transparent
de ce qu'on faisait jusqu'à présent. Conclusion, nos modes de vie reposent largement sur l'énergie abondante, essentiellement d'origine fossile, même en Europe et même en France. La France, encore une fois, 60% de l'énergie qu'on consomme, ce sont des combustibles fossiles, pétrole en tête, gaz ensuite. La double contrainte carbone nous oblige à revoir un système énergétique en profondeur. Il y a besoin d'anticiper et de faire des études prospectives sérieuses. Et ça, c'est absolument pas le cas sur les combustibles fossiles. Globalement, là, l'état des approvisionnements sur le pétrole, la prospective moyen long terme, ça en France, on n'a pas. Pas de façon publique en tout cas, et c'est absolument nécessaire d'en avoir tant qu'on en est dépendant. Pour décarboner, il ne faut négliger aucun outil, à la fois l'efficacité, c'est-à-dire améliorer les systèmes pour qu'ils consomment moins, passer de véhicules thermiques à véhicules électriques, isoler les bâtiments, etc. Mais aussi développer les énergies bas carbone, toutes, évidemment, pour remplacer les fossiles. Et la question des métaux ne doit pas être sous-estimée. Il faut anticiper la hausse de la demande, anticiper la dépendance que ça va causer, essayer de réduire par tous les moyens possibles cette dépendance en développant des filières de métaux en Europe et en jouant sur la demande pour réduire notre demande de métaux. Voilà. Et la neutralité carbone est au moins autant un défi de société que d'ingénierie. Je m'arrête là et je fais un coup de pub pour mon bouquin que j'ai sorti il n'y a pas longtemps. Effectivement. S'il y en a que ça intéresse, j'en ai même quelques-uns avec moi. Eh ben, merci Maxence. Eh ben, dis donc, c'était dense. C'était, j'ai l'impression que ça amène à beaucoup de questions. Et voilà, ça va nous donner du grain à moudre pour réfléchir. Et donc, effectivement, hein, le livre que tu viens de sortir, qui s'appelle Énergie, aux éditions Tana, et dans la série Fake or Not. J'imagine que c'est un peu moins poussé que ce que tu nous as présenté là. Je couvre aussi plus c'est moins poussé, mais je couvre plus de choses. En fait, c'est vraiment un bouquin de vulgarisation. Et avant qu'on pose la question, en fait, les 3 phrases qu'il y a dessus, c'est pas ce que j'essaie de défendre dans le bouquin, ce sont des idées reçues auxquelles le bouquin essaie de répondre. Donc sortir du pétrole, si c'est compliqué, la transition énergétique, non, on n'y est pas encore, et on aura, comme je le disais tout à l'heure, on a besoin de toutes les énergies renouvelables, toutes les énergies bas carbone, pardon. Ok. Eh ben, écoutez, je pense qu'on va passer aux questions. Du coup, on va essayer d'alterner les questions en présentiel et en distanciel. Et ben, du coup, je laisse la parole. On va commencer par une question en distanciel parce que bon, il n'y a pas que les Parisiens dans la vie. Alors, première question. Que pensez des déclarations, notamment de climatologues, qu'il faut laisser dans le sous-sol 70 ou 80 ou 90%, je n'ai plus les chiffres en tête, mais en ordre de grandeur, des stocks de fossiles encore sous terre? Pour le climat, je suis absolument d'accord avec ça. Par contre, il ne faut pas trivialiser le débat en se disant il suffit juste de taper sur Total pour qu'ils arrêtent d'extraire. Et ça, je trouve que c'est vraiment un problème, c'est un gros problème dans le débat écologique actuellement, c'est qu'on a tendance à s'intéresser qu'à l'offre. Si on réduit l'offre sans réduire la demande, on va vers une crise majeure avec destruction de demande, précarité, etc. Donc oui, il faut laisser ces combustibles fossiles dans le sous-sol, mais ça implique de jouer très fortement sur la demande. Donc en partie via des substitutions, comme on l'a expliqué, mais aussi en bonne partie via des changements d'usage. Donc moins consommer, mieux consommer, faire durer les produits, les réparer, recycler, moins se déplacer moins loin, plus de transports en commun, etc. etc. Donc oui, en ne négligeant pas l'aspect demande qui est extrêmement important. Merci. Oui. Alors, il y a une autre. Tu parlais du charbon qui est extrêmement dommageable pour le climat, mais comme un fumeur est capable de faire énormément de kilomètres pour aller chercher son paquet de clopes, est-ce qu'on ne sera pas capable d'aller chercher, y compris le charbon, pour éventuellement le gazéifier, comme on le gazéifiait il y a 30 ou 40 ou 50 ans, pour alimenter nos réseaux, sachant que le carbon n'a pas vraiment d'horizon proche d'épuisement. Si, tout à fait. Enfin, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, c'est tout le problème. Le déclin du charbon aux États-Unis et en Europe est dû en bonne partie au boom du gaz de schiste. Si le prix du gaz augmente, il y a un vrai risque de retour au charbon. Et pour prendre l'exemple de l'Allemagne, l'Allemagne, c'est un pays de 83 millions d'habitants industriels. Ils ont besoin d'une source d'énergie abondante et pilotable. En gros, ils ont le choix entre nucléaire, charbon, gaz. Ils ont fait le choix, sortie du nucléaire prioritaire, ils en sortent à la fin de l'année. Il reste le charbon et le gaz. Avant la crise, ils prévoyaient de sortir du charbon en 2050.
2038. 2038, déjà, c'est un horizon très lointain, mais qui, pour la raison que je vous expliquais tout à l'heure, me semble peu crédible. C'est-à-dire que dans un contexte où les extractions gazières européennes vont diminuer, en plus l'Allemagne n'a pas de gisement gazier, par contre elle a du charbon dans son sous-sol, est-ce qu'elle va vraiment remplacer une énergie domestique par une énergie importée dont ce qu'on peut voir laisse quand même à penser que l'approvisionnement va devenir plus compliqué et plus coûteux. Personnellement, j'ai du mal à y croire. Et là, le mouvement actuellement face à l'envol du prix du gaz, maintenir les centrales à charbon ouvertes, officiellement de façon temporaire, à mon avis, c'est pas un choix temporaire. Il sera présenté durablement comme temporaire. Et pareil, quand on parle d'importer des quantités d'hydrogène, notamment d'Australie, enfin, regardons le bouquet électrique de l'Australie, c'est quasiment que du charbon. Donc déjà, j'ai des doutes sur la faisabilité technique de la chose, même importer de l'hydrogène fabriqué à partir de charbon. Je suis pas sûr que d'un point de vue économique, ça tienne la route. Mais de toute façon, si on importe de l'hydrogène d'Australie, ce sera de l'hydrogène charbon. Enfin. Moi, j'avais une question. J'avais une question par rapport aux énergies renouvelables et la transition énergétique, parce qu'en fait, quand on regarde les énergies renouvelables, nos éoliennes, elles sont faites avec du ciment, elles sont faites avec du béton. Les éoliennes, elles sont faites avec des métaux qui sont pas renouvelables. Elles tiennent pas très longtemps. Là, elles sont en train de se casser. Les palmes d'éoliennes, on les enterre. C'est pareil pour les panneaux solaires. C'est plein de métaux, donc en fait, au final, on transitionne, mais ça sera pas renouvelable non plus. Enfin. Donc c'est quoi la solution en fait? J'ai un peu l'impression que il n'y a pas de solution parce que quoi qu'on fasse, on a besoin du pétrole pour le béton, pour aménager nos éoliennes. Donc Alors, on s'en sort comment quoi? Il y a plein de questions derrière. Alors effectivement, les métaux ne sont pas renouvelables, mais ils sont recyclables en bonne partie. Donc quand on démantèle une éolienne, on récupère les métaux et ils reservent. Les pales enterrées, ça c'est plutôt aux États-Unis. En France, en Europe, l'idée ce serait quand même plutôt d'essayer de les recycler. Donc il y a des programmes de recherche là-dessus. Ça c'est moins mon domaine, donc je saurais pas trop dire où on en est. Mais pareil pour les panneaux solaires, en fait, il faut voir que quand une industrie commence à émerger, il n'y a pas de filière de recyclage, parce que la filière de recyclage, elle peut arriver qu'à partir du moment où il y a suffisamment de choses à recycler. Donc ça, les panneaux solaires, a priori, c'est pas très compliqué à recycler, il n'y a pas de raison. Les batteries, pareil, on va les recycler. Les turbines des éoliennes, bon, ça c'est du métal, c'est pas très compliqué. Par contre, là où il y a un vrai sujet, c'est effectivement ces questions de dépendance et de consommation de métaux. Donc c'est pas parce que de l'énergie est bas carbone, qu'elles viennent d'une éolienne ou d'une centrale nucléaire, qu'on peut en faire n'importe quoi. Miner du bitcoin avec une éolienne, ça reste tout aussi bête qu'avec du charbon. Parce que de toute façon, on n'arrivera pas à remplacer l'ensemble des énergies fossiles qu'on consomme actuellement par des énergies bas carbone. Donc il y a vraiment cette question d'usage. Mais par contre, pour modérer mon propos, je vais faire du en même temps, il ne faut pas non plus tout miser sur la sobriété parce qu'on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Sur le papier, tout est faisable. On peut se passer complètement d'énergie sur le papier. Par contre, la population n'acceptera jamais de retourner vivre dans les champs et puis de perdre tout ce à quoi on est habitué. Donc la sobriété, à mon sens, c'est quelque chose d'indispensable à la transition, mais il y a une grosse inconnue. On ne sait pas jusqu'où la population est prête à aller. Peut-être qu'elle va bloquer dès le départ, peut-être qu'elle acceptera d'aller plus loin. Je pense d'ailleurs que selon la façon dont on le fait, ça bloquera plus ou moins tôt ou plus ou moins tard, c'est-à-dire qu'il y a des moyens de le faire de façon intelligente, assez équitable, etc. Mais il ne faut pas tout miser là-dessus parce que y a des inconnus. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Je vais prendre un peu une question sur le chat. Alors, une question d'Anonymous Attendee. Bonjour, merci pour la présentation. Question sur l'empreinte carbone du gaz. Le RMI, Rocky Mountain Institute, a récemment sorti une étude basée sur le modèle OCI+, où ils expliquent qu'en prenant en compte l'ensemble des émissions de la chaîne, le gaz russe consommé en Europe, transporté via pipeline, serait finalement plus émetteur que le GNL américain à cause des fuites le long des pipes notamment. Est-ce crédible alors qu'il me semble que le consensus indique plutôt l'inverse? Alors, je regarde, je crois que j'avais un truc là-dessus. Ah, pas de chance, j'ai pas enregistré le graphique, tant pis.
Tant pis, j'avais un graphique qui était cool, mais il n'est pas là, j'ai pas le temps de le chercher. En fait, le gaz, ça dépend énormément de la façon dont il est extrait, ce qui dépend aussi des normes des pays et de la façon dont il est transporté. Par exemple, du gaz de Norvège, où la réglementation est extrêmement stricte, a une empreinte carbone qui est très clairement plus faible que celle du charbon. Pour le gaz de roche-mer américain extrait dans le bassin permien, avec les réglementations texanes qui sont un peu laxistes, transporté sous forme de gaz naturel liquéfié, ce qui nécessite de l'énergie qui entraîne des fuites de méthane, c'est beaucoup moins sûr. Pareil en Russie, où la réglementation et les infrastructures entraînent des fuites de méthane. Donc pour le gaz, c'est difficile d'avoir une réponse ferme. Ça dépend vraiment de l'origine du gaz. Pays, gisement, type de gaz, réglementation et des moyens de transport. Merci. Monsieur avait le micro. Je sais pas. Je peux prendre les deux en même temps éventuellement. Si elles sont très courtes, parce que c'est pas moi qui décide des questions. Ok. Pardon ? Ok. Si les questions sont courtes, je m'engage à faire des réponses courtes. Alors, une question très courte. Une vision un peu simplificatrice tendrait à dire, basculons complètement le plus possible sur les énergies renouvelables. En pratique, quel mix énergétique on a besoin de maintenir de manière à ce que la fourniture d'électricité puisse répondre aux variations de la demande? Ok. Je prends les questions, j'y réponds après. Moi, je voulais savoir où on en était de l'EPR et si l'EPR génère, si on saurait mieux gérer les déchets liés à l'EPR. Je sais pas si on m'entend. Oui, ok. Déjà, je te remercie parce que tout ton travail, même sur les réseaux sociaux, typiquement LinkedIn, de synthèse et de divulgation d'informations, il est super pertinent et ça nous aide beaucoup dans nos travaux. Donc déjà ça. Et ma question, ça a porté plus sur les mines. Et ce que je comprends, c'est que tu parles d'une relocalisation qui serait peut-être difficile à faire accepter pour la population. Mais est-ce qu'en matière de métaux disponibles en Europe, on en a suffisamment pour pouvoir satisfaire ces besoins en métaux et que cette relocalisation des mines serve au-delà de toute la problématique d'acceptabilité et de gestion de ces mines Ok, alors pour répondre à celle-ci rapidement, oui, on a peut-être pas tous les métaux, par exemple sur le cobalt, je sais pas trop ce qu'on a. Par contre, il y a des choses, du lithium par exemple, on en a pas mal en France. Il devrait y avoir des débuts d'exploitation de lithium hydrothermal dans l'est de la France. Donc oui, après c'est aussi difficile de savoir ce qu'on a parce que même les campagnes d'exploration sont difficiles à mener et sont souvent bloquées en amont. Mais a priori, oui, il reste des choses en Europe. Sur les bouquets électriques, RTE a publié une étude très intéressante en octobre, Futur énergétique 2050, avec plusieurs scénarios de demande et de production. Quand on regarde les scénarios de production, en fait, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'inconnus. À la fois sur les scénarios de demande et de production. Ça va nécessiter, même si on prend les scénarios les plus équilibrés, donc avec du nucléaire, est-ce qu'on sera capable de construire 14 EPR dans le scénario avec le plus de nucléaire, de construire des SMR, de prolonger les réacteurs au-delà de 60 ans, de faire x1 ou 2,5, je ne sais plus, sur l'éolien inter, de faire x8 sur le solaire, de passer tous les bâtiments de France en catégorie A ou B, même les passoires thermiques des années 60 d'ici 2050, les 13 gigawatts de flexibilité de la demande, c'est-à-dire un quart de la demande actuelle d'électricité qui serait décalable dans le temps. Est-ce que ça, on arrivera à le faire? En fait, il y a plein d'interrogations et donc je pense qu'en fait la question elle est assez simple pour le moment. Il faut aller au maximum de ce qu'on peut sur toutes les filières pour voir ce qu'on arrive à faire. Parce que on a pris tellement de retard que qu'une énergie bas carbone qu'on ne développera pas, ne produira pas, ne sera pas remplacée par les autres énergies bas carbone, ce sera remplacé par des fossiles si on en a, ou par de la précarité énergétique sinon. Donc pour l'instant, il faut aller au maximum sur toutes les énergies bas carbone, voir ce qu'on arrive à faire, les coûts, l'acceptabilité, essayer de bien gérer ça pour aller le plus loin possible. Et au fur et à mesure qu'on avancera, on verra un peu plus comment on peut avancer, mais vraiment se redonner des marges. Non, on ne peut pas basculer 100% en nucléaire parce qu'il y a des contraintes industrielles aussi. Il
il faut le temps de... Enfin, ce sont des chantiers qui sont extrêmement lourds, difficiles à financer. Il faut un certain réalisme, en fait. Mais c'est la même chose que pour les scénarios 100% renouvelables de RTE. Quand on regarde les trajectoires sur les renouvelables, oui, sur le papier, c'est possible. Mais en pratique, ce sont des déploiements qui sont difficilement crédibles. Sur la question de l'EPR, maintenant, il y en a plusieurs qui fonctionnent au niveau mondial. En termes de déchets, c'est le même type de réacteur que les réacteurs actuels. Après, vu qu'ils sont plus gros, ils sont plus efficaces, donc ils consomment moins de combustible et ils produisent moins de déchets. 30% à peu près de mémoire, mais ça, il faudrait vérifier, je suis plus sûr, donc vraiment à prendre avec des pincettes. Mais après, c'est du réacteur comme on a en France, déjà actuellement. Ouais. Alors, quid des SMR? Est-ce que c'est plus crédible? En fait, l'un des gros problèmes du nucléaire, c'est son financement. Il y a des pays, par exemple, comme la Pologne, qui sont pro-nucléaire depuis des années. Par contre, mettre 10 milliards sur la table pour construire des réacteurs, il y a un frein. Et donc l'intérêt du SMR, c'est donc SMR sont des petits réacteurs modulaires. L'idée, c'est de faire l'essentiel des pièces en usine. Vous avez moins de pièces, c'est standardisé, c'est fait en usine. Vous adaptez peu au site sur lequel vous allez. Donc construction beaucoup plus rapide, effet de sérialisation. Donc c'est moins efficace en personnel, en matière. Donc ça coûte plus cher à ce niveau-là. Par contre, ça peut coûter moins cher via l'effet de sérialisation, qui est vraiment ce qui a pénalisé le nucléaire jusqu'à présent. Et donc l'idée, ce serait de pouvoir construire des réacteurs plus rapidement et avec un ticket d'entrée qui soit moins élevé. C'est plus facile de construire un réacteur qui coûte peu cher et qui produit 300 MW qu'un gros réacteur de 1650 MW. Donc ça peut permettre à certains pays de rentrer plus facilement dans le nucléaire. Et un autre avantage aussi, c'est de pouvoir faire des choses que des gros réacteurs ne peuvent pas forcément faire, comme de la cogénération. Par exemple, si on veut faire de la chaleur urbaine, ce qui intéresse beaucoup la Finlande par exemple, on va pas faire ça avec des EPR. On peut mettre un EPR à côté de chaque ville. Déjà parce qu'il faut une source froide suffisante pour pouvoir le refroidir. Et puis, il n'y a pas forcément ce besoin-là à cet endroit-là. Donc des petits réacteurs qui permettent de faire de la cogénération, chaleur, électricité, hydrogène, dessalement. Ça peut avoir un intérêt selon dans différents territoires. Soit de la chaleur urbaine, soit de la chaleur industrielle. Donc en fait, c'est vraiment un autre marché qui, à mon sens, d'ailleurs, aura aussi sa place en France. On n'en parle pas encore beaucoup, mais pour décarboner le chauffage, à un moment, il va falloir qu'on s'intéresse au réseau de chaleur et je pense que ça peut être un élément de réponse intéressant. Ok, alors on va combiner deux questions en ligne parce que la première est partiellement répondue déjà. Alors, si les stocks de gaz sont peu élevés l'hiver prochain, vers quelle énergie se tourner pour le chauffage? Les gouvernements européens ont-ils anticipé ce problème? Et donc la deuxième question qui est du coup un peu moins répondue, un peu plus espoir. Quelle est votre position sur la filière méthanisation vue favorablement par l'ADEME mais qui a des détracteurs? Honnêtement, si la Russie coupe les approvisionnements, ça dépend déjà quand elle les coupe, si elle les coupe une fois que les stocks sont pleins ou si elle les coupe maintenant. Ça changera vraiment la donne. Je pense que ce sera vraiment compliqué. Alors après, il y a plein de questions qui vont se poser pour lesquelles j'ai pas la réponse. Par exemple, en France, entre 16 et 20% du gaz vient de Russie, le reste vient d'ailleurs parce qu'on est à l'ouest de l'Europe. Est-ce qu'il y aura une solidarité européenne? C'est-à-dire, est-ce que, admettons, la Russie coupe son approvisionnement en gaz, donc déjà on perd nos 16-20% de gaz russe. Est-ce que la France va se dire, d'accord, on décide plutôt d'en perdre 40 et puis on va en filer 20 aux pays voisins? Ça, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura une solidarité européenne, et c'est-à-dire on se partagera les ressources qui viennent d'ailleurs, ou est-ce que la France se dit non, moi j'ai mon gaz, débrouillez-vous autrement? Je dis la France, mais c'est valable c'est une réflexion qu'il y aura dans tous les pays et au niveau européen. Ça, j'ai pas la réponse. Donc c'est très difficile de dire. Est-ce que les gouvernements anticipent? À mon sens, pas suffisamment. Là, on a déjà perdu 2 mois et demi. Vu la gravité, alors là, on parle que de risque. Ça peut bien se passer. Il peut y avoir un cessez-le-feu dans 2 mois. Le prix du gaz qui redescend gentiment. Poutine qui se fait renverser. Quelqu'un qui est pro-européen qui... Ça peut. Mais il y a quand même un risque significatif que ça se passe mal. Et je trouve que pour l'instant, les gouvernements européens parient quand même beaucoup sur le fait que ça va bien se passer. Et là, on a perdu 2 mois et demi. Face
à ce risque-là. On aurait dû réduire significativement notre demande électrique, gazière, parce que tout ce qu'on économise en électricité, on l'économise en gaz pour alimenter les centrales à gaz qui font de l'électricité, en gaz et en pétrole, pour remplir nos stocks pour l'hiver prochain. Donc faire des grosses campagnes de sensibilisation de la population aux économies d'énergie, comme on a pu le faire pendant les premiers chocs pétroliers, comme on l'a fait sur des campagnes anti-tabac aussi dans un autre domaine, et aussi réglementer à ce niveau-là. Interdire les frigos sans port dans les magasins, faire respecter les normes qui existent déjà. Par exemple, les terrasses chauffées, il y en a encore, enfin, plus maintenant parce que là il fait chaud, mais je suis allé au resto là, il y a 2-3 semaines, il y avait encore des terrasses chauffées, alors que c'est interdit. Donc, il faut faire des réglementations, et 2, il faut les faire appliquer. Et ça, c'est pas encore là. Et sur la méthanisation, oui, évidemment, c'est l'un des trucs dont il faut accélérer le déploiement, en ayant conscience aussi des limites du truc, c'est-à-dire que le gisement identifié par les industriels et l'ADEME, c'est en gros 1/5 de notre consommation actuelle de gaz fossile. Donc oui, c'est un élément de réponse. Non, ça ne suffira pas. Et en plus, il y a des délais de déploiement. Donc oui, il faut vraiment aller vite. Mais il n'y a aucune solution qui peut être présentée comme la solution à ce problème-là. Ok. Est-ce qu'on m'entend ? Oui, on m'entend. Alors, je suis désolé, effectivement, il y a encore plein de questions à la fois dans la salle et en distanciel. Malheureusement, on a un planning assez chargé. On va devoir en rester là sur cette première présentation. Mais pour ceux qui sont en présentiel, Maxence sera encore avec nous, donc on pourrait lui poser les questions en direct. Mais il est aussi disponible sur les réseaux sociaux. Je crois qu'on a mis dans le mail d'annonce de la mensuelle ses comptes Twitter et LinkedIn sur lesquels il est très actif. Et donc, du coup, je me permets de te remercier encore une fois pour cette présentation. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. Et pour être resté malgré la chaleur. En parlant des remerciements, je tiens à remercier aussi du coup l'ISEG, qui est l'école qui nous accueille gracieusement ce soir. Donc c'est un super partenariat, merci à eux. Et deuxième remerciement aussi,